Les récentes activités rebelles dans l'univers ont poussé la dictature connue sous le nom d'Empire Galactique à annoncer de nouvelles lois bien pires encore. Les impôts sont multipliés par 5 et l'utilisation de traditions locales comme des festivals pour couvrir des activités rebelles entraînera une suppression permanente de la tolérance impériale. Tout acte criminel, aussi minime soit-il, sera classé comme une infraction de première classe et toutes les amendes impayées devront être payées en totalité. Après s'être impliqué dans diverses activités rebelles, notamment le meurtre de garde et le vol de l'Empire, Cassian retourne secrètement dans la maison de sa famille adoptive sur la planète Ferrix. Il est accueilli par sa mère Marva, qui l'avertit que ce n'est pas un endroit sûr pour lui car les soldats de l'Empire sont partout. Quelqu'un l'a dénoncé et il est désormais recherché. Cassian explique qu'il a gagné beaucoup d'argent et qu'ils devraient donc s'échapper ensemble le lendemain matin. Ensuite, Cassian se faufile pour rendre visite à Bix dans sa casse. Cependant, elle n'est pas contente de le voir car sa présence équivaut à un danger. Tout le monde en ville le tient pour responsable de l'arrivée des policiers et ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne le dénonce. Il promet qu'il sera parti le lendemain matin et lui demande des nouvelles d'un mystérieux acheteur qui était censé le contacter, mais Bix ne connaît pas l'identité de cette personne. Alors que Cassian navigue prudemment dans la ville pour éviter les policiers, il se souvient d'une journée qui s'est déroulée il y a quelques années. Alors que les soldats marchaient dans les rues, un groupe de rebelles a commencé à jeter des pierres. Le père de Cassian a essayé de les arrêter pour éviter les ennuis, mais il était trop tard. Les soldats ont fait demi-tour et ont arrêté les manifestants ainsi que le père de Cassian, qui a été pendu en guise de punition. Après avoir évité quelques gardes supplémentaires, Cassian rentre chez lui, seulement pour apprendre que Marva ne veut pas partir. Elle lui fait remarquer que l'Empire est partout et que partir ne fera aucune différence, elle préfère rester et aider la rébellion. Cassian pense qu'elle est folle et part seule. Quelque temps plus tard, Cassian vit dans la station balnéaire de Niamo sous le faux nom de Kif Jirgo. À chaque fois qu'il se promène, il jette un œil à tous les drones et soldats dans la région, montrant un peu de paranoïa. Un matin, un soldat le remarque et lui fait part de son comportement suspect, alors Cassian essaie d'expliquer qu'il ne va qu'au magasin. Le soldat ne le croit pas et l'empêche de partir tandis qu'un droïde poursuit des personnes qui sont en train de fuir. Une fois les autres terminés, le droïde attrape Cassian par le cou et le maintient contre le mur. Quelques instants plus tard, Cassian est au tribunal, mais au moins, ils ne connaissent pas sa véritable identité. Il est accusé de troubles civils, de discours anti-impérialistes, de fuite de la scène d'une activité anti-impériale et de dommages à la propriété impériale. Il tente de protester contre ces mensonges, mais le juge ajoute cette accusation et le condamne à 6 ans de prison. Cassian est alors mis en file avec d'autres prisonniers pour embarquer dans les transports qui les emmèneront dans différentes prisons. Une fois de plus, il essaie d'expliquer qu'il n'est qu'un touriste, mais les policiers le menacent avec des armes pour le faire avancer. À l'intérieur de la navette, tous les prisonniers reçoivent l'ordre de retirer leurs chaussures et leurs mains sont attachées au siège. Ils finissent par atteindre Narkina 5, une planète principalement recouverte d'eau où chaque bâtiment est en fait un vaisseau géant. Les prisonniers sont déposés sur l'un de ces vaisseaux et le directeur explique qu'il s'agit d'une usine, ce qui signifie que tous les prisonniers seront obligés de travailler. Il appuie ensuite sur un bouton qui fait que tout le monde se tortille de douleur jusqu'à tomber. Il s'avère que le sol peut électrocuter des personnes sur commande, c'est pourquoi les prisonniers doivent garder les pieds nus et le personnel porte des bottes spéciales. Le sol est en acier et il y a 3 niveaux de décharge, ce qu'ils viennent de subir n'était que le niveau 1. Après avoir reçu l'uniforme de prison, Cassian est emmené à l'usine qui lui a été assignée. Il y a un retard à l'entrée et il entend tous les détails des gardes. Tous les prisonniers mettent leurs mains sur leur tête dès qu'ils voient un garde et Cassian est envoyé dans la zone de travail par un ascenseur. L'usine compte 7 niveaux et Cassian a été affecté à l'équipe de jour du niveau 5. Le responsable de cette unité est Loi, qui montre à Cassian les ficelles du métier. Les équipes durent 12 heures et les prisonniers sont soumis à une évaluation constante. Les différentes zones sont en compétition les unes avec les autres, alors Loi dit à Cassian de ne pas les ralentir s'il ne veut pas d'ennui. Cassian est envoyé au travail et il rencontre ses compagnons de table, qui essaient de faire avancer les choses. Comme il leur manque un homme depuis un certain temps, ils sont en retard sur la production. Soudain, on annonce que la productivité du secteur 5 n'est pas acceptable et Loi ordonne à tout le monde de se dépêcher, menaçant de punir la table la plus lente. Tout le monde commence à travailler aussi vite que possible, en y mettant toute son énergie. Une fois la journée terminée, les prisonniers sont remis en rang pour que l'équipe de nuit puisse venir. Cassian remarque un homme qui parle à un gars d'un autre secteur en langage des signes à la fenêtre. Le groupe de Cassian est alors emmené dans leur bloc, où il apprend à connaître les lumières. Le blanc est froid, le rouge est chaud. Si les lumières blanches commencent à clignoter, cela signifie qu'ils ont quelques secondes pour entrer dans leur cellule. Il y a des capteurs dans le sol, donc s'ils détectent 2 hommes dans une cellule, ils sont instantanément grillés.
Cassian est emmené dans sa nouvelle cellule, qui dispose d'un support mural avec tout le nécessaire. Eau, veilleuse, rasoir, assiette avec cuillère et toilette qui sortent. La nourriture vient d'un tube et il peut manger autant qu'il veut car les gardiens les aiment, sains et pleins d'énergie. L'équipe de l'usine qui gagne les chiffres de productivité du jour obtient plus de saveur, et tous ceux qui perdent sont grillés. Il y a aussi un écran sur chaque cellule qui compte le nombre de jours qu'il reste à chaque prisonnier. Un homme demande à Cassian ce qu'il a fait et quand Cassian répond rien, l'homme n'est pas surpris et raconte qu'ils ont récemment doublé les peines de tout le monde en vertu de la nouvelle loi. Les prisonniers commencent à discuter de toutes les nouvelles et de la situation avec les rebelles, mais Cassian fait semblant de ne rien savoir. Un homme dit à Cassian de ne pas regarder le numéro car cela n'a pas vraiment d'importance, ils resteront en prison aussi longtemps que l'Empire aura besoin d'esclaves. Il est interrompu par Loi, qui le pousse contre le mur et le fait taire. À ce moment-là, l'alarme annonce un étage rouge et tout le monde rentre dans sa cellule avant de se faire griller. Les lumières restent rouges toute la nuit et deviennent blanches au matin. 30 jours plus tard, Cassian s'est habitué à la routine carcérale. Il mange la nourriture dégoûtante du tube, se brosse les dents avec une brosse à dents également reliée au mur et rejoint son groupe dans une douche commune. Le lavage est effectué par un système de vapeur automatisé avant que les prisonniers ne reçoivent des vêtements propres. Ensuite, les prisonniers sont mis au travail pendant 12 heures, et si quelqu'un ralentit ne serait-ce qu'une seconde, Loi le rappelle à l'ordre. Cette nuit-là, Cassian est réveillé par un bruit horrible. Il s'avère qu'un prisonnier s'est autodétruit en sautant sur le sol rouge. Au lieu de montrer de la sympathie, les autres prisonniers se plaignent de l'odeur et de l'impact que cela aura sur leur productivité. Sur Ferrix, Bix et un ami s'occupent de Marva, qui est devenue très malade. Bix entre dans une zone secrète derrière un atelier de réparation et active un émetteur radio illégal pour essayer d'envoyer un message à Cassian au sujet de sa mère malade. Le réseau rebelle capte son message et les dirigeants coupent la ligne de Bix pour des raisons de sécurité. Le lendemain, Bix est horrifié de découvrir que les soldats ont arrêté le propriétaire de l'atelier de réparation et se sent coupable d'avoir utilisé la radio. Le capitaine la voit dans la foule et l'appelle par son nom, alors Bix s'enfuit immédiatement aussi vite que possible. Malheureusement, les gardes la rattrapent bientôt et elle est capturée à son tour. Elle est ensuite emmenée au lieutenant Mero pour être interrogée. Mero la menace de la douleur si elle ne coopère pas et commence à poser des questions sur Cassian et le mystérieux acheteur. Lorsque Bix fait remarquer que Mero ne croira rien de ce qu'elle répond, Mero autorise la torture. Bix est attaché à la chaise avant qu'un médecin ne lui mette un casque qui la fait hurler de douleur insupportable. Après des heures de torture, Mero recommence l'interrogatoire. Une fois terminé, elle dit aux gardes de garder Bix en vie comme témoin, mais ils peuvent pendre le propriétaire de l'atelier de réparation. En prison, le coéquipier de Cassian, Ulaf, a une main blessée et peut à peine travailler, donc Cassian prend sa place. Loi félicite Cassian pour avoir réfléchi vite et annonce qu'Ulaf va bientôt rentrer chez lui car il ne lui reste plus que quelques jours de peine. Plus tard, Cassian va aux toilettes, alors que personne ne regarde, il retire un panneau et commence à limer un tuyau. À ce moment-là, l'arrivée d'un nouveau prisonnier est annoncée et Cassian court se mettre en position. Puis lui et Birnock observent attentivement les mouvements des gardes, révélant qu'il prévoit de s'échapper depuis des jours maintenant. Après que le nouveau gars soit largué, les prisonniers continuent de travailler et Ulaf insiste pour travailler dur et vite, peu importe comment il se sent. Une fois le service terminé, la file d'attente pour rentrer est plus lente que d'habitude. En faisant des signes de la main à la fenêtre, ils apprennent qu'il se passe quelque chose au niveau 2. Soudain, le courant est coupé, mais il revient quelques secondes plus tard. Loi les informe qu'un homme manque à l'appel et que les lignes sont donc retardées pour le comptage. Une alarme se met à retentir et les prisonniers comprennent que la situation au niveau 2 empire, mais Loi ne les laisse plus signer à la fenêtre. Puis une voix annonce qu'ils veulent que tout le monde se comporte bien ce soir ou qu'ils activeront les étages sans prévenir. Une fois de retour dans leur cellule, Cassian demande aux nouveaux prisonniers s'ils pensent un jour à s'évader, mais Loi ne le laisse pas répondre. Cassian essaie également d'obtenir des informations de Loi sur les gardes des autres étages, mais Loi refuse de répondre et prévient Cassian de ses idées folles avant d'aller dormir. Un Cassian frustré hurle que personne ne l'écoute. Le lendemain matin, lors du changement d'équipe, l'équipe de nuit dit au groupe de Cassian qu'une centaine de prisonniers du niveau 2 ont été grillés. Ulaf a du mal à entendre et demande ce qui est arrivé à l'équipe de niveau 2. Alors le nouveau lui dit qu'ils ont été libérés. Loi le frappe pour un commentaire aussi sombre mais Cassian l'arrête avant que la situation ne dégénère, lui rappelant de faire comme s'il ne savait rien sinon les gardes tourneront leur attention vers eux. Puis Loi dit à tout le monde que les morts de niveau 2 sont une rumeur et qu'ils n'ont rien entendu. Durant leur service, Ulaf montre des signes d'épuisement et a du mal à suivre le rythme. À la fin de la journée, Ulaf peut à peine se tenir debout, donc Cassian et les autres doivent le protéger des gardes.
Quelle que soit la situation d'Ulaf, une autre table a fait moins de travail qu'eux pour que l'équipe de Cassian ne se fasse pas griller. En chemin vers leur cellule, Ulaf s'effondre. Loi demande au chef de l'équipe de nuit d'aller chercher un médecin et dit à Ulaf de tenir bon car il ne lui reste que quelques gardes avant de rentrer chez lui. Bientôt, un médecin arrive et après un rapide coup d'œil, il annonce qu'il n'y a rien à faire car Ulaf a eu un accident vasculaire cérébral massif. Alors qu'il prépare une injection, le médecin dit que dans une semaine, tout le monde suppliera pour une mort paisible comme celle-ci et conseille à Loi de garder ses hommes sous contrôle. Ulaf reçoit une injection euthanasiante et meurt sans douleur. Le garde part chercher un sac et un chariot, alors le médecin profite de l'occasion pour expliquer qu'un homme qui a été libéré du niveau 4 s'est retrouvé au niveau 2 le lendemain. Lorsque les prisonniers du niveau 2 ont appris la nouvelle, tout le monde a été assassiné. Cassian et Loi se rendent compte que personne ne quittera jamais cette prison. Lorsqu'ils sont renvoyés dans leur cellule, Loi finit par dire à Cassian qu'il n'y a pas plus de 12 gardes à chaque niveau. Cassian dit qu'ils doivent partir demain parce que les gardes doivent avoir peur de quelque chose s'ils ont tué une centaine d'hommes pour les faire taire. Les rumeurs vont se répandre et bientôt tout le monde le saura, ils doivent donc partir avant de renforcer la sécurité. Loi ne pense pas que le plan de Cassian soit assez bon, alors Cassian le secoue et lui fait remarquer qu'ils vont faire venir un nouveau gars pour remplacer Ulaf, ce qui signifie que ce sera le moment idéal pour frapper. Une fois de retour dans leur cellule, Cassian raconte à tout le monde ce qu'il a appris du docteur et Loi finit par craquer, hurlant que personne ne sortira jamais. Il envoie tout le monde au lit en leur disant d'y réfléchir. Le lendemain matin, Loi prononce un discours inspirant pour convaincre tout le monde qu'ils doivent s'échapper en travaillant ensemble. En route vers l'usine, l'interphone annonce que tous les changements d'équipe se feront en silence jusqu'à nouvel ordre. Durant les heures qui suivent, tout le monde travaille et se tient bien. Lorsque Cassian voit enfin une ouverture, il quitte sa table et un coéquipier lui passe discrètement une clé à molette qu'il cache dans sa manche. Birnock quitte également sa table et se met en position pendant que les gardes annoncent l'arrivée du nouveau venu, et les prisonniers commencent à rassembler des pièces de machines ou des outils pour s'armer. Cassian se rend dans la salle de bain et recommence à limer le tuyau, causant de nouveaux dégâts à l'aide de la clé à molette. Après avoir appliqué beaucoup de force, le tuyau finit par éclater et l'eau commence à couler. Il retourne ensuite à l'usine juste à temps pour l'arrivée du nouveau prisonnier. Alors que l'eau commence à atteindre la pièce, les gardes activent l'ascenseur et les prisonniers déclenchent leur plan. Deux gars font semblant d'avoir une dispute qui dégénère en une véritable bagarre, et pendant que les gardes sont distraits en les regardant, Cassian met la clé à molette dans l'ascenseur pour le bloquer. Les prisonniers détruisent ensuite une machine pour exposer un tube fin qui produit de la vapeur. Alors que le gardien de l'ascenseur tase le nouveau, Birnock saute sur la plateforme et tire de tout son poids, la cassant. Le gardien tombe et laisse tomber son tasé, qui est saisi par le nouveau prisonnier pour se venger. Après que le garde soit tombé, un autre officier abat le nouveau d'un coup de feu rapide. Tous les officiers se préparent à ouvrir le feu, mais Loi ordonne aux prisonniers d'attaquer et ils commencent à jeter des objets sur les gardes. Des coups de feu continuent d'être tirés et quelques prisonniers sont abattus. Birnock tente de continuer à grimper, mais malheureusement il est abattu et Cassian prend le relais. Finalement, les gardes se lassent des projectiles et ordonnent d'activer le sol. Les prisonniers sautent immédiatement sur la table, mais quelques-uns qui ne sont pas assez rapides sont quand même électrocutés. Le courant électrique du sol entre en contact avec l'eau et déclenche un court-circuit qui coupe le courant au niveau 5. Maintenant que le courant électrique du sol est désactivé, les prisonniers peuvent se déplacer librement et Loi mène une révolte. Les gardes ouvrent à nouveau le feu, faisant tomber d'autres prisonniers au milieu du chaos. Cassian continue de grimper et atteint finalement un garde, il le fait trébucher et le frappe pour l'assommer. Puis il utilise le pistolet de l'homme pour tirer sur l'autre garde. Maintenant, Loi et le reste des prisonniers peuvent grimper eux aussi pendant que Cassian tue le garde au panneau de contrôle. Pendant ce temps, dans les autres niveaux, l'eau commence à s'infiltrer dans les machines. Bientôt, les prisonniers atteignent le placard à armes et tout le monde s'arme. Lorsque d'autres gardes arrivent, ils sont immédiatement abattus. Les panneaux de contrôle des autres niveaux commencent également à alerter sur les problèmes d'eau et d'autres officiers sont envoyés pour enquêter. Les gars du niveau 5 commencent à se répandre dans l'établissement et à tuer plus de gardes tout en appelant d'autres prisonniers à se joindre au combat. Les ascenseurs sont activés et bientôt plus d'hommes rejoignent la révolte. Des fusillades éclatent dans les couloirs, mais peu importe le nombre de prisonniers tués par les gardes, des dizaines d'autres quittent leur poste de travail pour se battre. Alors que Loi et Cassian montent à l'étage, un compte à rebours est annoncé pour isoler le niveau 5. Cependant, le duo atteint le centre de commandement et tue un officier alors qu'il demande que le compte à rebours soit arrêté. Une fois cela fait, le duo force également les officiers à couper le courant. Les générateurs hydroélectriques sont arrêtés et le courant est coupé dans toute la prison avant que le générateur de secours ne se déclenche. Ensuite,
Cassian maintient les deux officiers contre le mur tandis que Loi utilise le microphone pour informer tous les niveaux de ce qui se passe, exhortant chaque prisonnier à s'échapper maintenant que les étages sont désactivés. Il confirme également que le niveau 2 a été grillé et qu'ils n'ont aucun avenir ici, donc mourir en essayant de s'échapper est toujours une fin préférable. Bientôt, une émeute éclate dans chaque niveau avec des prisonniers courant partout et ramassant des armes en scandant « One Way Out ». Réalisant qu'ils sont largement dépassés en nombre, les gardes survivants restent cachés dans un bunker. Les prisonniers courent dans tous les couloirs et montent les escaliers jusqu'à atteindre le sommet du bâtiment. Tout le monde commence à sauter dans l'eau, sauf Loi, qui admet ne pas savoir nager. Avant que Cassian ne puisse l'aider, il est poussé par la foule excitée. Quelques heures plus tard, Cassian et un autre prisonnier ont atteint la terre ferme et s'enfuient sous la lumière de 3 lunes.